Chers auditeurs, bonsoir, bienvenue à une nouvelle émission Le Micro du Soir. Aujourd'hui, nous recevons Laurence Marion, déléguée générale de la Fondation nationale Cité internationale universitaire de Paris. Ancienne élève de l'École nationale d'administration, Laurence Marion est conseillère d'État. Avant d'être nommée à la direction de la Cité internationale universitaire de Paris en 2019, elle a notamment exercé les fonctions de conseillère technique au cabinet du Premier ministre français, également dirigé l'établissement français du sang ou encore présidé la commission de surveillance et de contrôle des publications destinées à la jeunesse en France. Laurence Marion, bonsoir. Bonsoir. Nous sommes ravis de vous accueillir à notre émission Le Micro du Soir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je voudrais qu'on revienne évidemment sur votre venue à Bucarest la semaine dernière, où vous avez notamment participé donc à l'acte fondateur de la création de la Maison de la Francophonie à l'Université Polytechnica de Bucarest, la deuxième du genre, hein, si je ne me trompe pas, dans le monde. Mais avant cela, j'aimerais que vous expliquiez à nos auditeurs ce qu'est exactement la Cité universitaire internationale de Paris, en quelques mots, et quels sont ses défis aujourd'hui? Alors, la Cité internationale universitaire de Paris est un lieu qui est très privilégié, très particulier à Paris, puisque c'est un campus mais c'est un campus qui a été créé il y a C'est un campus, excusez-moi, dans Paris, c'est ça? dans Paris, tout à fait, qui est situé au sud de Paris, en face du parc Montsouris. C'est un des plus grands espaces verts de la capitale, puisque nous avons 34 hectares de parc, qui permet d'accueillir en même temps 7000 étudiants sur le site. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce n'est pas un lieu d'enseignement, c'est un lieu d'hébergement, et qui va bien au-delà de l'hébergement, mais de vie collective des étudiants qui sont chacun en scolarité à la Sorbonne, à Sciences Po ou dans des grandes écoles ou des facultés des différentes universités parisiennes. Et ces étudiants viennent du monde entier, c'est ça qui est très très important. Nous avons 80% d'étudiants internationaux qui sont accueillis dans des maisons de pays qui se sont construites progressivement depuis la fondation de la cité universitaire il y a 100 ans, après la Première Guerre mondiale, précisément pour surmonter le fracas de la guerre et redonner une vision vers l'avenir et se dire qu'il fallait absolument que ces jeunes générations se rencontrent pour pouvoir promouvoir des valeurs de paix, de tolérance et de fraternité. Donc ces étudiants arrivent dans des maisons qui ont été construites au fil du temps. 43 maisons qui représentent une vingtaine de pays sont présents, mais évidemment, toutes les nationalités sont accueillies, à commencer par les Roumains, je pense qu'on en parlera. Oui, on va en parler, oui. Et on veille à ce qu'il y ait un vrai brassage entre à la fois les générations, les matières enseignées, mais également les nationalités, pour que ce lieu ne soit pas uniquement un lieu d'accueil, mais un véritable lieu d'expérience commune avec une vie culturelle, un accueil sportif. Et on le voit sur le site. Hein, qui fait que c'est le meilleur endroit pour étudier, mais également pour échanger. Oui, voilà, on le voit sur le site internet hein, de la Cité, où il y a énormément d'activités proposées. Alors, je suppose que toujours plus d'étudiants ont été accueillis à la Cité. Il y a eu des grands projets de construction, d'hébergement, je suppose. Est-ce qu'il y a eu des périodes clés dans cette évolution de la Cité? Tout à fait, il y a eu 3 périodes clés. La première est liée à la construction de l'idée de la cité au cours des années 20, qui a vu les premières maisons naître. Je pense à la Maison des étudiants canadiens, je pense à la Fondation Dodge Lammert, notamment grâce à des mécènes privés. Tout ça a été interrompu par la Seconde Guerre mondiale et les constructions ont repris après 1945 avec une difficulté, c'est qu'effectivement, les pays qui étaient dans le bloc communiste à l'époque avaient très peu de contacts et d'interactions avec le campus parisien et les universités qui étaient situées du côté de l'ouest du mur. Ce qui explique que l'Europe centrale et continentale est assez peu représentée à la Cité internationale. La Maison de l'Allemagne
l'Allemagne a construit une maison, on n'est pas allé au-delà. Donc ça, c'était la deuxième période, et la toute dernière période, on est en train de la vivre, puisqu'en 2010, il y a eu tout un échange foncier, un accord qui s'est fait entre la ville de Paris et la chancellerie des universités qui a permis de relancer le programme de construction avec des nouveaux pays qui arrivent à la Cité internationale. Nous avons ouvert une maison de la Corée, il y a une maison de la Chine et de l'Égypte qui sont en cours de construction, et nous avons nous-mêmes, Fondation nationale, encouragé la construction de maisons un peu différentes, dont la maison des étudiants de la francophonie qui a vocation à accueillir des étudiants de pays francophones qui n'ont pas de représentation à la Cité et qui sont accueillis dans un cadre particulièrement confortable et je crois très, très convivial. Alors, ce cycle n'est pas terminé et nous espérons peut-être un jour, pourquoi pas, pouvoir accueillir une maison peut-être de la Roumanie ou en tout cas imaginer une visibilité de ces nombreux étudiants roumains que nous avons sur le campus. Alors précisément, je pense que c'est quelque chose qui éveille la curiosité de nos jeunes auditeurs. Comment s'inscrire, comment habiter dans cette cité? Est-ce qu'il y a un système de quotas? Est-ce que suivant les années, vous privilégiez plutôt les étudiants venant d'Europe de l'Est ou d'Amérique latine? Comment ça se passe? Alors, nous avons plusieurs voies d'accès à la Cité internationale qui est effectivement, vous l'avez deviné, extrêmement demandée et sollicitée par les étudiants. J'imagine. En master. On accueille également beaucoup de chercheurs et même de post-doc. Donc, ce sont plutôt des étudiants qui sont relativement avancés dans les études. Alors, ceux qui bénéficient d'une maison dont la nationalité qui ont une nationalité qui possède une maison à la Cité participent au recrutement. Quand vous dites, pardon, excusez-moi, je vous coupe, quand vous dites une maison, c'est-à-dire un bâtiment. Un bâtiment, voilà. Il n'y a que les étudiants. Je pense à la Fondation de la Suisse, la Maison du Liban, qui organise le recrutement de leurs étudiants. Quand ce n'est pas le cas, il est tout à fait possible d'accéder à la Cité internationale par l'intermédiaire de partenariats que nous passons d'abord avec des universités françaises, mais également étrangères, qui peuvent être américaines. J'ai eu, par exemple, beaucoup d'échanges au cours de mon voyage en Roumanie avec les universités roumaines. C'est quelque chose qu'on pourrait envisager dans l'avenir. Donc là, dans ce cas-là, les universités réservent des chambres à destination de leurs étudiants parisiens qui vont être en particulier en mobilité. Donc ça, c'est une possibilité qui est très fréquente et je pense à un établissement qui n'est pas une université comme l'APHP à Paris, qui nous réserve des chambres pour ces étudiants. Et je pense qu'un certain nombre d'étudiants roumains qui font beaucoup d'études de médecine, on a beaucoup d'étudiants médecins à la Cité internationale, peuvent bénéficier par ce partenaire d'un accueil à la Cité internationale. La dernière voie d'accès sont des candidatures individuelles ou qui peuvent passer par les opérateurs de la mobilité internationale française. Je pense à Campus France, mais je pense aussi à l'Agence universitaire de la francophonie qui est bien représentée à Bucarest d'ailleurs. Voilà, très bien représentée, extrêmement dynamique et qui a un partenariat avec nous sur cette nouvelle maison de la francophonie puisqu'elle a réservé la moitié des chambres. Et donc, il est possible, en passant par l'AUF, qui est, comme vous l'avez dit, extrêmement présente à Bucarest, de pouvoir bénéficier de ces chambres qui sont réservées par l'AUF et qui garantissent l'accès des étudiants francophones dans le cadre de cette nouvelle maison. Et je sais qu'un effort particulier va être fait sur ces pays d'Europe centrale, orientale ou du sud de l'Europe qui ne sont pas représentés à la Cité et sur lesquels on a véritablement une solidarité à pouvoir proposer, apporter, que ce soit dans le cadre évidemment de la guerre en Ukraine, mais également d'une manière générale dans cette logique de construction et de consolidation de l'université européenne qu'on souhaite promouvoir. Oui, donc, vous répondez à ma question. Aujourd'hui, il y a quand même un accent qui est mis sur l'Europe, et notamment l'Europe de l'Est, l'Europe centrale, étant donné le contexte actuel. Mais de façon plus générale, il y a quand même une idée que ce soit une cité internationale, mais avec quand même une vision très européenne, c'est ça? C'est tout à fait ça. C'est une cité qui est extrêmement internationale, hein, vous l'avez dit, puisqu'on a les nationalités les plus représentées sont les étudiants tunisiens, américains, chinois, marocains, indiens également. Mais n'oublions pas évidemment la dimension européenne. Et comme je l'indiquais, si l'histoire fait que
nous n'avons pas de pavillon roumain ou d'autres pays qui étaient anciennement communistes. Pour autant, on doit et on cherche vraiment à avoir des communautés étudiantes qui soient à la fois très présentes, mais aussi visibles. Et on a presque une centaine de Roumains à la Cité. On en a 86 actuellement. On a également des étudiants bulgares, moldaves. Qui étudient pour les Roumains. C'est très intéressant d'avoir une communauté qui permette aussi de rayonner culturellement à la Cité internationale parmi toutes ces nationalités. Et donc, et surtout étudiants en médecine, vous me disiez? Oui, 50% sont étudiants en médecine, ce qui montre qu'il y a une dynamique en tout cas de partenariat très, très important. On a 53 étudiants en sciences médicales, donc c'est même une majorité très, 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 très substantielle. On a sinon des sciences sociales, des sciences humaines, quelques sciences de l'ingénieur qui montrent en tout cas le dynamisme de l'université roumaine et sa qualité en tout cas. Et je suppose que c'est plutôt ce second cycle, troisième cycle, plutôt que… Tout à fait, puisque on commence au niveau du master, et donc on a même beaucoup d'étudiants en doctorat. 60% sont en doctorat. D'accord, très bien. Alors, venons-en à votre venue à Bucarest pour la création de cette maison de la francophonie. Alors, si mes informations sont bonnes, c'est la deuxième du genre, c'est-à-dire c'est après celle de Paris, où je crois qu'il y a une maison de la francophonie à Ottawa également. Alors, je crois qu'Ottawa est en train de songer, enfin, d'accord. Je n'ai pas d'informations très précises. Nous avons, inauguré, dans le cadre d'un partenariat avec l'Agence universitaire de la francophonie en novembre dernier, cette première maison des étudiants de la francophonie. Voilà, c'est donc celle-là la première. Et le campus de la Cité internationale, donc qui est très originale sur le campus, puisqu'elle n'est pas dédiée à un pays particulier, mais elle a vocation à accueillir ces étudiants dans des filières francophones qui ne sont pas forcément représentés à la Cité. On a de grands pays francophones, évidemment, à travers la Maison des étudiants canadiens ou la Maison du Maroc ou la Maison de la Tunisie, mais c'est vrai qu'il y a aussi d'autres étudiants qui cherchaient à trouver une place privilégiée, et on est très, très heureux de pouvoir les accueillir dans cette maison qui est parfaitement moderne, parfaitement adaptée à l'accueil d'étudiants. Alors, la petite sœur, je ne sais pas si c'est une petite sœur en réalité, parce que notre maison comporte 250 chambres, et je crois que le projet est de plus de 300 chambres. Bucarest, le projet est de plus de 300 La petite sœur deviendra vite très grande, mais enfin, si on suit la généalogie comme elle est, j'ai pu visiter le chantier qui est extrêmement impressionnant et qui monte très, 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 très vite lors de mon déplacement. L'idée est véritablement de pouvoir donner de la visibilité, du dynamisme à ces filières francophones dont j'avais entendu parler, mais que j'ai vraiment mesuré lors de mon voyage. Et c'est vrai que l'Université Polytechnica souhaite donner un signal particulier. Ça va nous permettre, parce qu'il y aura un lieu, et c'est un lieu d'accueil avant tout, comme on le fait à la Cité internationale, de nouer un accord de jumelage, comme on l'a fait dans le passé sur des villes. Cette fois, ça sera des maisons qui vont permettre peut-être d'avoir de l'animation commune, donc autour de thématiques, d'invitations d'acteurs de la francophonie, d'écrivains, de concerts, pourquoi pas. J'aimerais aussi beaucoup qu'on puisse avoir des échanges physiques, et si on a peut-être une possibilité d'avoir un voyage d'accueil de nos étudiants en Roumanie, à Bucarest, et en contrepartie, effectivement, au cours de l'été, des échanges réels qui puissent se faire, on en serait très, très heureux. Ça fait partie des sujets sur lesquels on réfléchit. Et puis, pourquoi pas… Oui, pardon, excusez-moi. Peut-être, pourquoi pas, après, instaurer un véritable pont pour avoir une continuité d'accueil, cette fois de long terme, avec un projet académique qui permette encore d'approfondir nos relations et notre coopération avec l'Université Polytechnica, d'une manière générale, l'ensemble des universités roumaines. Voilà, et sa fonction principale alors de cette maison de la francophonie à terme sera de la même façon accueillir toutes sortes d'étudiants, en fait, de toutes nationalités. Comment ça va se passer exactement? Effectivement, l'idée est d'avoir un mélange, que ce soit de parcours académique, d'origine, et d'avoir un lieu d'accueil. Et moi, j'ai
été extrêmement frappée de ce très beau campus dans Bucarest, que c'était à la fois un lieu d'enseignement plus classique, ce que nous n'avons pas, mais aussi un lieu de vie des étudiants. J'étais extrêmement frappée du partage de préoccupations que nous avions, non seulement de garantir l'excellence académique, ce qui est acquis, je crois, pour Polytechnica, mais de s'occuper de l'accueil des étudiants et de leur proposer une expérience de vie et de rencontres qui dépassent le simple confort. Et c'est pour ça que ce type de maison, comme celui de la Maison des étudiants francophonie, conduit à donner une âme au lieu, un projet aux étudiants, et je trouve que c'est extrêmement intéressant. Donc, ce projet ressemble effectivement au nôtre. Je pense qu'il va falloir le faire vivre. Ce sera aussi ces étudiants, c'est la direction qui va l'animer, mais j'ai vu beaucoup d'ambition et beaucoup d'envie chez mes interlocuteurs, et vraiment, je m'en réjouis tout à fait, parce que c'est une façon de donner beaucoup de visibilité à cette francophonie qui parfois peut peiner un peu dans un monde qui devient très anglophone, mais qui reste non seulement une communauté de langue, mais avant tout une communauté de valeurs. Et je crois qu'il n'y a pas de meilleure façon de le faire vivre que d'avoir une maison dédiée, une maison où il se passe des choses. Où je suppose, tout le personnel, enfin la langue au sein de cette maison, ce sera le français. Sans exclure les autres, bien sûr, bien mais sûr. évidemment, la prédominance sera la langue française. Donc, si je comprends bien, l'idée, alors à vraiment long terme, c'est d'avoir plusieurs maisons de la francophonie un petit peu partout dans le monde, c'est ça? Eh ben, je crois que le plan n'est pas construit, mais on se rend compte qu'il y a une convergence d'initiatives. Et ça, c'est extrêmement intéressant parce que, comme je vous le disais, ça concrétise le fait que la francophonie, ce n'est pas que l'enseignement de la langue, c'est très important, mais ça va au-delà. Et donc, je pense que ça passe par des initiatives. Et si on peut être des aiguillons de ce réseau, je pense que ça sera une très très bonne façon de promouvoir la francophonie. Je suis vraiment très heureuse que Bucarest puisse jouer un rôle absolument essentiel. Alors, est-ce que vous diriez que quelque part cette initiative, elle fait partie d'une stratégie de soft power, comme on l'entend souvent avec la culture française, qu'on essaie de la disséminer un petit peu partout. De la même façon, est-ce que ce projet-là fait partie de cette, alors excusez-moi d'avoir employé une expression anglaise, pardon, mais de cette diplomatie douce, on va l'appeler peut-être comme ça. Est-ce que vous l'intégreriez dans cette stratégie diplomatique? Une stratégie au sens où on essaye de construire une méthode et pour parvenir à des objectifs. Donc ça, c'est le côté positif. Maintenant, il n'y a pas de plan caché ou non, oui, bien sûr. De cynisme qui conduirait. C'est pas du tout l'idée, mais je crois qu'on se rend compte que pour promouvoir une langue, des cultures, il faut aussi des lieux et il faut promouvoir du réseau. Et j'en viens aussi à la deuxième raison de cette visite que j'ai pu effectuer à Bucarest, qui était de lancer la première antenne régionale du réseau des alumni, donc des anciens résidents de la cité roumain, qui est un réseau extrêmement dynamique, puisque je pense que c'est probablement une des premières nationalités sans maison de rattachement, mais qui est présente chaque année à la Cité internationale. Et je crois que pour répondre à votre question, cette notion de réseau, elle est très, très importante. Elle a pu être perçue de manière peut-être parfois un peu péjorative, mais on se rend compte que c'est quand même la clé pour créer du lien. Et on est dans un monde aujourd'hui où ce lien, créer du lien durable, jeter des ponts qui permet de valoriser des expériences qui se croisent est absolument essentiel. Donc, il faut qu'on soit lucide et qu'on soit capable, nous, francophones, nous, Européens, aussi de travailler. Et je pense que véritablement, la francophonie est un lien et un facteur de reconnaissance qui permet de construire ces liens durables. Et je pense que, moi, j'étais absolument vraiment extrêmement séduite par les rencontres que j'ai pu faire à l'ambassade de France. On a fait ce cocktail de lancement du réseau alumni, de la richesse des parcours, et puis en même temps surprise que tous ces Roumains qui pourtant vivent à Bucarest, ont des expériences parfois professionnelles qui peuvent être assez proches, ne se connaissaient pas. Donc il y a vraiment un besoin de tisser, de construire du réseau, et je crois que c'est ça qu'on doit garder en ligne de mire, mais c'est une construction patiente.
Et ça va au-delà de la langue, hein, comme vous le disiez, hein, ce sont surtout des valeurs communes, hein. Je crois que j'en discutais d'ailleurs récemment avec le représentant de l'Organisation internationale de la francophonie ici, Eric Popp, qui me disait, oui, il faut partager des valeurs surtout au-delà de la langue. Et puis la francophonie, c'est la promotion d'un multilinguisme. Et donc c'est exactement en accord avec ce que vous dites, hein. Je pense que l'AUF, l'Agence universitaire francophone ici à Bucarest, ou l'OIF ont ce message-là, que la francophonie va au-delà de la simple langue française. Tout à fait, tout à fait. En tout cas, c'est notre état d'esprit. Et je pense qu'il faut qu'on attire au maximum des étudiants, des chercheurs dans ce monde francophone, y compris d'ailleurs en leur offrant des possibilités de pratiquer l'anglais, parce que le goût du français vient rapidement et je pense qu'il ne faut pas rester sur une approche trop rigide. Donc, on est très heureux également d'accueillir des anglophones à la Cité, de le faire sans aucun état d'âme, de leur faciliter leur intégration. J'ai la conviction que c'est comme ça qu'on fait germer aussi ce goût pour le plurilinguisme en offrant une possibilité d'ouverture qu'on n'a pas toujours saisie. Et la maîtrise de la langue ne doit pas être un obstacle. Très bien. Et vous me permettrez aussi de citer Mohamed Keitata, donc le responsable de l'agence universitaire francophone ici à Bucarest, vu que j'ai cité l'OIF. Également, ce dont j'aimerais qu'on discute un petit peu, hein, pour terminer cet entretien, c'est évidemment le contexte dramatique dans lequel nous nous trouvons avec la guerre en Ukraine. Je sais que votre structure s'applique aujourd'hui à être solidaire avec l'Ukraine. De quelle façon? Alors, on a eu plusieurs étapes dans notre action vis-à-vis des étudiants en Ukraine. On s'est d'abord occupé de nos étudiants parce qu'on avait entre 20 et 25 étudiants ukrainiens, mais également des étudiants russes qui étaient pour la plupart très choqués et extrêmement peinés de ce qui se passait et avec une vraie logique de dialogue qui s'est quand même engagée. Donc, on a essayé de leur apporter un peu de soutien psychologique et matériel quand on le pouvait. On leur a permis également à ces étudiants ukrainiens d'accueillir des familles pour ceux qui souhaitaient pouvoir être rejoints par des frères, des sœurs, des enfants ou des parents. On les a accompagnés, on a mis en place une collecte à la fois de nourriture de première nécessité, de médicaments qui a pu permettre d'envoyer des convois avec l'aide de l'ambassade d'Ukraine vers l'Ukraine pour aider évidemment tous ceux qui sont restés là-bas. On a également été un centre de collecte pour des vêtements que fréquentent les réfugiés ukrainiens qui arrivent à Paris. Donc ça a été, je dirais, la réaction d'urgence qui est passée aussi par une information qu'on a essayé de faire la plus complète possible pour tous les étudiants du campus, parce que beaucoup d'étudiants sont vraiment bouleversés par ce qui se passe actuellement en Ukraine, et même si la proximité, ça j'ai vraiment pu le mesurer lors du voyage à Bucarest, n'est pas la même. Il y a à Paris quand même un sentiment de proximité, de solidarité qui est extrêmement palpable, et beaucoup d'étudiants souhaitaient avoir à la fois des éléments d'éclairage sur le conflit et puis être en mesure de pouvoir s'engager au profit d'actions humanitaires qui étaient lancées. Alors après, on est, comme le sont évidemment tout le monde universitaire roumain qui est en première ligne, notamment pour ce centre d'université tout près de la frontière. On réfléchit avec le ministère de l'Enseignement supérieur et les universités françaises à l'accueil alors d'étudiantes pour le moment, mais qui ne sont pas forcément tous extrêmement présents, parce qu'on sait qu'ils sont extrêmement impliqués dans l'aide et le support des combattants en Ukraine, mais va se poser la question de leur poursuite d'études, d'accueil d'enseignants, chercheurs ukrainiens qui, notamment ces jours-ci, quittent des villes qui sont bombardées, sur lesquelles il n'est plus possible de rester. Donc, on essaie de préparer cet accueil
le mieux possible, de répondre aux demandes immédiates avec les universités, donc de dégager aussi un certain nombre de chambres qui étaient parfois en travaux, donc on essaye d'élargir notre parc et puis de préparer la rentrée prochaine. Et je sais notamment qu'avec l'AUF que nous avons cité, il y a des chambres qui vont être réservées, en tout cas privilégiées pour des étudiants d'Ukraine ou en provenance d'Ukraine, pour pouvoir leur permettre un accompagnement, une poursuite d'études et que il n'y ait pas une double peine après les affres de la guerre, qu'il n'y ait pas en plus une compromission de leur projet d'études. Donc voilà, c'est quelque chose sur lequel on travaille et on a même un projet qui est de construire une maison virtuelle de l'Ukraine, alors qui ne sera pas virtuelle, puisqu'elle sera dessinée, et il y aura une véritable communauté d'étudiants ukrainiens et de chercheurs ukrainiens à la Cité internationale, qui je crois est quand même sans doute le moins mauvais, parce qu'il n'y a pas je n'ose prononcer le mot de meilleur endroit compte tenu des conditions d'exil qu'ils doivent subir, mais sans doute un des moins mauvais endroits pour pouvoir vivre ces mois d'exil qu'on espère le plus court possible. Donc, ils seront bien là et de pouvoir être réunis sous cette bannière de la Maison de l'Ukraine qu'on n'a pas le temps de construire physiquement, mais sur les... Un nouveau site, très forte. un site internet, c'est ça Ça sera un dessin et une maison qui permettra aussi de recueillir des dons, parce qu'on doit pouvoir engager des fonds pour aider ces personnes en exil. Donc, elle aura une représentation de cette communauté étudiante qui sera accueillie, je pense, dans beaucoup de maisons de la cité, puisqu'il y a une grande solidarité et toutes les maisons sont prêtes à mettre quelques chambres à disposition de ces étudiants et chercheurs en exil. D'accord, très bien. Mais écoutez, Laurence Marion, je suis ravi d'avoir recueilli vos propos. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Merci de votre accueil et de ce grand élan de solidarité et je dirais d'engagement à la fois en faveur de la francophonie et de la paix que j'ai pu mesurer en Roumanie. C'était vraiment une expérience absolument formidable. Je suis très heureux de pouvoir en rendre compte ce soir et puis surtout de pouvoir prolonger ces liens jetés à cette occasion. Eh bien, vous serez toujours la bienvenue. Merci à vous. Chers auditeurs, je vous dis à la semaine prochaine, même endroit, même heure, 19h15 sur RFI. Cet entretien, vous pouvez le retrouver sur la page Facebook de RFI dès demain et à partir de la semaine prochaine sur rfi.ro. Merci à vous, Week-end Placoute.